Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse, second volet de notre émission consacrée aux personnes surdouées. Coup de projecteur ce matin sur le fonctionnement cérébral des personnes à haut potentiel intellectuel, les fameux HPI, un acronyme récemment popularisé par une série télévisée. Leur cerveau est-il fondamentalement différent du commun des mortels? Quelles sont les spécificités de leur intelligence, de l'expression de leurs émotions? Quels sont les traits psychologiques qui peuvent caractériser un individu haut potentiel? Comment réussissent-ils professionnellement? Nos invités attendent toutes vos questions sur le fonctionnement cérébral des surdoués. 01 45 24 7000. Sans oublier la note vocale sur l'appli France Inter, une émission en partenariat avec le mensuel Cerveau et Psycho. Bonjour Éric Libio. Bonjour Ali. Exceptionnellement là un jeudi. Je crois que vous disiez que j'étais exceptionnel. Non, pas ça, c'est un chroniqueur HPI à haut potentiel ironique. Voilà, c'est ça. Quel est le menu de vos choses presque vues? Eh bien, aujourd'hui, on va parler TGV et Agatha Christie. Ah tiens, ça me met l'eau à la bouche. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter, Ali Rébéi, grand bien vous fasse. Sophia Belkadi reconnaît être allée au domicile de l'avocate, mais pas le jour du meurtre. Elle est bidon, votre vidéo. C'est pas la bonne date. Les arbres. Vous voyez bien qu'ils bougent comme ça. Vent d'ouest. Bon, dans le Nord-Pas-de-Calais, les vents d'ouest, c'est au printemps. En automne, comme aujourd'hui, il n'y a que des vents du sud. Vous m'expliquez comment vous arrivez à définir où est l'Ouest, là, dans cette vidéo? L'église. Comment ça, l'église? La plupart des églises sont tournées vers l'Orient. En tout cas, jusqu'à l'arrivée des Jésuites. Qui, eux, ont débarqué en disant, nous, on s'en branle, on fait comme on veut, on vous emmerde, bon, bref. Du coup, l'Ouest, c'est forcément par là. Donc votre vidéo, elle a au moins 3 mois. Ce qui voudrait dire que l'eurodatage a été trafiqué, c'est ça? Voilà. Allez, je vous laisse. Moi, j'ai des trucs à faire. Pour les détails, vous voyez avec Météo France. Attendez, j'ai l'impression d'être dans les experts. Extrait de la série HPI avec Audrey Fleurot. Bonjour, docteur Gabriel Val. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, ancien professeur de psychologie à l'université Paris 7 et vous avez publié un Que sais-je consacré aux adultes surdoués. Bonjour Nathalie Claubert. Bonjour. Vous êtes philosophe de formation, psychologue clinicienne et vous avez co-dirigé chez Debook Psychologie du haut potentiel. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour Ali. Neuroscientifique de formation, vous êtes le rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho et vous consacrez votre une au fonctionnement cérébral des personnes à haut potentiel. Alors Gabriel Val, rappelez-nous ce qu'est une personne surdouée, une personne à haut potentiel intellectuel. Il s'agit d'une intelligence nettement plus élevée que la moyenne et mesurée par un test validé. Alors oui, c'est faute de mieux. On a arbitrairement décidé que le haut potentiel dépasserait la barre des 130, mais il est bien évident que cela correspond à un continuum, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous-doué à 129 et surdoué à 131. Donc on fait passer des tests et sur la base de ces tests, qui doivent être analysés par des experts psychologues qui connaissent bien leur métier, on peut effectivement considérer que tel enfant ou tel adulte a des capacités supérieures à la moyenne. Nathalie Claubert. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que le critère de réussite d'un test d'intelligence, d'ailleurs, il n'y a pas de critère de réussite, c'est juste une évaluation des capacités de la personne pour voir comment elle se situe par rapport aux autres. Il faut rappeler que la moyenne, c'est 100, bien sûr, donc 130, c'est déjà très important, ce sont des capacités intellectuelles très supérieures à la norme, et que dans ce cadre-là, oui, il faut toujours le mettre en rapport avec les autres éléments qui constituent la personne. Environ 2,3% de la population générale est considérée comme à haut potentiel intellectuel, c'est ça, Nathalie Claubert, c'est les chiffres. C'est-à-dire que Éric Libio et moi-même faisons donc partie des 97,7% de non surdoués. Vous n'en savez rien, Ali. C'est ce qu'on allait dire hors antenne. Oui, ça se voit pas forcément à l'œil nu comme ça, Voilà. le QI. Il faut quand même passer une batterie d'évaluation un test d'intelligence avec une batterie complète, avec plusieurs effectivement épreuves et plusieurs sous-échelles. Donc oui, c'est 2,3% de la population, ce qui est une différence rare en fait. Ouais. C'est relativement peu, mais comment expliquer cette fascination du grand public pour les hauts potentiels intellectuels ? Alors, il
Longtemps, en fait, on a considéré, notamment en France, que l'intelligence était quelque chose d'un peu élitiste. Donc, on n'en a pas trop parlé. On préférait quelque chose de plus égalitaire, effectivement, de mettre un petit peu tout le monde au même niveau, de donner les mêmes chances à tout le monde. Et puis, petit à petit, de plus en plus de voix ont commencé à se faire entendre. Et il y a aussi eu, parallèlement à ces voix, des ouvrages qui ont été publiés et qui ont donné du haut potentiel aussi un portrait un peu particulier, avec des éléments de personnalité, avec tout un tas de caractéristiques, avec des phénomènes de reconnaissance assez larges, qui expliquent que de plus en plus de gens s'y intéressent, notamment, à la fois parce que finalement on a un peu moins de tabou dans le fait de considérer l'intelligence élevée, mais aussi parce que on l'a un peu étendu à d'autres éléments qui ne font pas normalement partie du champ de l'intelligence. Gabriel Valls. Alors oui, nous sommes dans le pays de Bourdieu, donc si vous voulez, on considère que les inégalités scolaires sont liées à des inégalités sociales, et le fait d'introduire l'idée qu'il se pourrait que les résultats scolaires, la réussite ou l'échec soient liés à des inégalités biologiques, c'est politiquement ou scolairement incorrect. Donc c'est vrai qu'il y a une résistance à l'idée qu'il se pourrait que l'intelligence soit le fait d'aptitudes et qu'elle soit inégalement répartie. Et ce, indépendamment d'autres facteurs sociaux, même si évidemment les facteurs sociaux, l'éducation, jouent un rôle majeur évidemment dans le développement de l'intelligence, dans le développement, dans la réussite scolaire. Mais il y a aussi, j'ai presque envie de dire malheureusement, il y a aussi des inégalités biologiques qui fait que dès la naissance, nous n'avons pas les mêmes aptitudes, les mêmes parcours, les mêmes potentiels. Alors, une personne à haut potentiel est quelqu'un qui pourrait accomplir des réalisations exceptionnelles dans le domaine intellectuel essentiellement. En 2200, avant notre ère, on organisait en Chine des concours pour déterminer les personnes les plus prometteuses et auxquelles on offrait des postes de pouvoir. Il y a donc une différence entre les capacités d'une personne et leur réalisation ? Oui, quand on aborde ce sujet avec les termes modernes, comme par exemple la génétique, l'épigénétique, etc., moi je pense toujours à cette phrase de Voltaire qui dit que l'éducation développe les facultés mais ne les crée pas. Donc nous sommes de façon inégalitaire nés avec des aptitudes ou non, mais évidemment celles-ci peuvent être éteintes ou au contraire magnifiées par l'éducation, par le décor social, par d'autres facteurs de personnalité. Oui, tout à fait. C'est ce dont rencontre le terme de haut potentiel. C'est l'idée que il y a des capacités qui sont un germe et que ensuite elles peuvent se développer ou pas à travers des réalisations exceptionnelles. C'est ce qu'on appelle le talent. Et que finalement ça dépend aussi de l'environnement, du trajet de chacun et de tout un tas de facteurs dont rend compte notamment certains modèles du haut potentiel qui peuvent être très complexes et intégrer différentes variables. Qu'est-ce qui peut entraver la réalisation du potentiel d'un surdoué ? On a rappelé l'importance de l'environnement, mais il est important également de beaucoup travailler pour réaliser ce potentiel. Gabriel Valls. Alors, la liste est infinie, il faudrait vraiment y consacrer beaucoup de temps, mais on peut citer par exemple le fait qu'un enfant soit dans un décor social ou un décor scolaire qui contrarie ses ambitions de découverte intellectuelle. Par exemple, s'il est dans une classe où on considère que les intellos n'ont pas leur place, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle depuis des décennies l'effet Pygmalion négatif, et donc l'enfant va s'éteindre pour se fondre dans la masse, pour se fondre dans la classe. Voilà un critère. Mais il y a évidemment 1000 autres critères, comme par exemple des facteurs de personnalité, l'anxiété, la dépression. Et je citerai, c'est à mon avis la première explication qu'il faut rechercher lorsqu'on a un surdoué en sous-réalisation, c'est un peu ça votre question, si j'ai bien compris, un surdoué en sous-réalisation. La première chose qu'il faut chercher, c'est les troubles attentionnels. Précisez ce qu'est l'effet Pygmalion négatif, en quelques mots. L'effet Pygmalion négatif, vous savez ce que c'est que l'effet Pygmalion, c'est le fait que lorsque l'on est considéré comme ayant beaucoup de valeur, on finit par en avoir. Donc, c'est à peu près ça. L'effet Pygmalion négatif, ça consiste à s'éteindre pour être en harmonie amicale avec les autres enfants, avec l'environnement. D'ailleurs, il peut y avoir un été noir scolaire, mais également familial. Certains enfants qui sont doués, qui ont des ambitions intellectuelles de découverte, se trouvent dans une famille où ils vont peut-être se sentir en décalage et éprouver même peut-être un peu de culpabilité à l'égard de leurs parents d'être
d'avoir des centres d'intérêt qui ne soient pas conformes au décor familial. Nathalie Claubert. Oui, tout à fait. L'effet Pygmalion négatif, il a été énoncé par Jean-Charles Terrassier, notamment pour décrire la projection en fait du regard du professeur et ses effets sur l'élève. Donc à la fois, ça peut avoir un effet, on va dire, motivant et l'aider à développer quand le regard est positif, quand on le considère comme intelligent, comme étant quelqu'un de valeur, et à l'inverse, quand on ne voit pas les capacités, l'enfant peut se conformer à ce regard qui est posé sur lui. Éric Libio. Oui, alors vous parlez d'enfants, du regard des parents qui observent leur enfant, des professeurs de classe, mais est-ce qu'il y a des signes chez l'adolescent ou chez l'adulte qui est plus conscient de ce qu'il est, qu'il pourrait être HPI? Des signes de lui-même se rendre compte est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Bien, comme les adolescents en général se jugent, c'est d'ailleurs vrai peut-être pour tous les âges de la vie, mais se jugent dans le regard des autres. Donc, s'ils sont en situation d'échec scolaire, s'ils sont en situation de difficulté sociale, ils vont avoir tendance à se considérer comme n'étant pas doués. Donc, il y a beaucoup de surdoués qui se considèrent même comme plutôt sous-doués. Et j'ajoute que on considère en général que plus on est intelligent, moins on se sous-cote, et moins on est intelligent, plus on se surcote. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites dans ce registre, où on a par exemple demandé à des gens quelles notes ils avaient, et ceux qui avaient, après un examen, ceux qui avaient des mauvaises notes avaient tendance à les surévaluer, et ceux qui avaient des très bonnes notes avaient tendance à les sous-évaluer. Donc l'intelligence n'est pas toujours un facteur d'autosatisfaction. Parce que ça développe le sens critique, y compris le sens autocritique. Nathalie nous demande de quelle intelligence parle-t-on, Nathalie Claubert? On parle de quoi? De l'intelligence mathématique, créative, pratique On parle de capacité cognitive. Ouais. Voilà. C'est quoi exactement? Ça veut dire quoi exactement? Alors, elle peut être composée des compétences verbales, la façon dont on va utiliser les mots, les concepts, pour s'exprimer ou pour résoudre un certain nombre de problèmes. Elle est composée aussi d'éléments visuospatiaux. Elle va être composée de la logique, tout simplement. Donc là, on peut retrouver effectivement des éléments mathématiques, par exemple, ou en dehors d'un support chiffré, aussi visuel. Elle va être composée de la vitesse, tout simplement, la vitesse de traitement de l'information. Et aussi, par exemple, dans les évaluations de tests d'intelligence, on retrouve la mémoire de travail. Alors, en fait, c'est l'intelligence, c'est un grand paquet qui est composé de plein de sous-compétences qui sont extrêmement nombreuses. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus notamment, mais ça a bien trait aux compétences cognitives. C'est-à-dire, ça ne parle pas de personnalité, d'éléments émotionnels, même si ça peut interagir avec. Et est-ce que l'intelligence, c'est la même chose que la créativité? Alors non, pas tout à fait. Alors après, il y a des débats historiques là-dessus sur les liens entre intelligence et créativité, parce que dans les modèles du haut potentiel, on a dans certains modèles, c'est vrai, comme dans celui de Joseph Renzulli, on a la créativité qui fait partie des éléments qui composent le haut potentiel. Donc ça, c'est des débats historiques qui sont pas complètement tranchés, mais disons qu'à l'heure actuelle, on a tendance à étudier les deux séparément. La créativité, c'est le fait de pouvoir réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et en même temps qui tienne compte des contraintes du contexte, donc adapté au contexte, et pas faire n'importe quoi non plus. L'intelligence, c'est plus les capacités cognitives. On est en général plus créatif quand on est plus intelligent, mais on peut très bien être créatif, sans être à haut potentiel. Et est-il vrai que les personnes à haut potentiel sont plus ouvertes au monde, plus ouvertes d'esprit que la moyenne, Gabriel Val? La réponse est oui. Je complète juste ce que vient de dire Nathalie. Oui, l'intelligence est évidemment composite, mais il y a une injustice de la nature qu'il faut dénoncer, c'est que en moyenne, quand on est doué dans un domaine, on l'est plus dans tous les autres aussi. Bon, c'est ainsi. Alors sinon, pour répondre à votre question que j'ai oubliée d'ailleurs. Est-ce que les personnes à haut potentiel sont plus ouvertes au monde, plus ouvertes d'esprit que la moyenne? C'est une des caractéristiques que l'on retrouve le plus souvent. Les personnes à haut potentiel ont... Alors, il y a plusieurs termes synonymes. Ils ont plus de curiosité intellectuelle, posent des questions, s'intéressent à leur univers, et notamment, pour moi, c'est toujours un plaisir de recevoir, par exemple, des enfants très jeunes dont les parents me disent qu'ils participent de la conversation des parents sur des sujets adultes. Voilà un exemple, si vous voulez, qui en général signe la possibilité d'un haut potentiel. C'est-à-dire qu'un enfant, en général, s'intéresse à ses jouets, et les conversations d'adultes sont une immense barbe. Et quand un enfant est à haut potentiel, il va s'intéresser à 4 ans, 5 ans, 6 ans à la politique, à la géopolitique, etc. Voilà, les géopolitiques, absolument. De l'Asie du Sud-Est, là, c'est un petit signal. Je vous propose d'écouter le comédien et réalisateur Franck Gastambide chez nos confrères de Quotidien sur TMC. C'est vrai que vous avez été diagnostiqué dyslexique, mais en fait, vous êtes HPI. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, mais je le dis jamais parce que ça fait comme HPI. Souvent, c'est pas bien intégré. On pense que les gens que le mec se la raconte comme s'il était un peu supérieur, alors que... Non, ça veut dire que vous êtes plus intelligent que nous, et puis voilà. Non, pas du tout. Ça veut dire que je suis un peu hypersensible, mais c'est plus une galère qu'autre chose quand même. Et comment vous avez su que vous étiez HPI ? Ah bah, on se fait diagnostiquer. Alors pour la petite histoire, c'est après avoir fait rendez-vous en terre inconnue, où des gens m'ont envoyé des messages pour me dire, tu sais, les réactions que tu as eues à certains moments sont typiques des HPI, de la grande famille des HPI. Et donc je me suis fait diagnostiquer, je me suis rendu compte que j'avais ça, et ça m'a donné plein de réponses sur des excès de sensibilité que je peux avoir, et plein de choses qui sont parfois difficiles à gérer pour mon cerveau, qui sont très simples pour vous, qui sont plus compliquées pour moi, et inversement, des fois ça va plus vite dans ma tête pour certains trucs. Mais j'ai attendu 40 ans pour comprendre que j'avais ça, quoi. Un extrait de Quotidien le 30 septembre dernier. C'est vrai ça que les personnes ayant haut potentiel intellectuel seraient plus émotifs, plus sensibles que le commun des mortels, Nathalie Claubert? Alors ça, c'est effectivement une représentation qui est assez répandue, et en réalité il faut vraiment nuancer ce lien-là. C'est-à-dire que la sensibilité élevée, ce n'est pas un critère du haut potentiel, c'est pas une caractéristique qui va signer la présence d'un haut potentiel, parce que finalement c'est beaucoup plus répandu le fait d'avoir une sensibilité plus élevée. On est sur 15-20% à peu près de la population, que le haut potentiel, qui est une différence rare, à 2,3%. Alors en moyenne, on retrouve un tout petit peu plus de sensibilité au niveau sensoriel et émotionnel, mais c'est très très discret, et notamment sur le point émotionnel, les études sont contradictoires entre elles. Il y en a qui penchent pour, d'autres en revanche sur l'idée qu'il n'y a pas de différence. Donc il faut vraiment être très prudent avec cette affirmation. Docteur Gabriel Val. Oui, l'idée selon laquelle les HPI seraient malheureux, tourmentés, c'est évidemment une réalité pour une minorité, mais la majorité des HPI sont plutôt plus heureux, plus légers même que les autres, tout simplement parce que c'est un potentiel de réussite scolaire et de réussite professionnelle et de réussite sociale. Une idée reçue persiste, relayée dans une certaine littérature grand public sur le sujet des HPI. Ces personnes surdouées seraient plus susceptibles d'être en souffrance ou en échec scolaire que la moyenne. C'est une idée reçue pour vous, je le sais, Gabriel Val. L'idée reçue, c'est un mot un peu faible. Je dirais que c'est une bêtise, si vous me permettez. Expliquez-nous pourquoi. Alors là, il faudrait faire presque un historique. Si vous m'y autorisez, ça sera un tout petit peu long. En 1978, Terrassier, que Nathalie venait de citer, Jean-Charles Terrassier, ouvre un congrès sur les enfants surdoués. Et c'est le fiasco. Parce que il parle de la possibilité que ce soit l'élite de la nation, qu'il faut leur donner un parcours particulier, etc., etc. Donc ensuite, il refait un autre congrès plusieurs années plus tard, et là, il insiste sur le fait que ce sont des enfants susceptibles d'être en souffrance. Et alors là, formidable. Là, ça marche. On n'est plus dans le politiquement incorrect. Les enfants en souffrance, c'est parfait. Ce qui fait que cette idée-là, si vous voulez, s'est répandue. Et ça a permis, alors d'une certaine façon, ça a permis de mettre l'accent sur les HPI, mais en leur donnant une coloration douloureuse. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la majorité des HPI qui vont bien ne téléphonent pas, par exemple, sur France Inter pour témoigner, parce qu'ils vont bien, et si j'ose dire, ils n'ont pas tellement envie de dire « je suis HPI, et je suis heureux, et j'ai réussi ». Donc, en général, ceux qui témoignent, ce sont ceux qui ne vont pas bien, et donc ça renforce cette idée reçue. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la décharge des associations qui ont d'abord porté la cause du haut potentiel, il y avait un contexte aussi où il y avait très peu d'aménagement pédagogique qui était fait à cause de ce côté un peu français d'égalité, et que finalement la seule façon de se faire entendre, ça a été de dire mais si on ne fait rien, il y en a qui vont être malheureux, qui vont effectivement peut-être rater leur vie, qui vont pas pouvoir développer leur potentiel, et là on a pu être entendu. Donc ça, il y a aussi, on va dire, un prisme qu'a permis la société, c'est-à-dire que le discours sur le haut potentiel n'a été entendu dans un premier temps que parce qu'on a dit attention, si on ne fait rien, il y a des enfants qui vont s'éteindre. Bonjour Lélia, bienvenue. Bonjour. Alors tu as 17 ans, je me permets de te tutoyer. Et tu es à la fac, c'est ça? Exactement. Et donc tu as été diagnostiquée au potentiel intellectuel, c'est ça? C'est ça, j'ai été diagnostiquée en seconde. Et en fait, comme c'était tardif, rien n'a pu être fait. Donc, faut savoir que pendant quelques années, ça a été très très compliqué à l'école. À partir de la primaire, je lisais pendant mes cours, je faisais vraiment rien et j'avais des bonnes notes. Et au collège, je m'ennuyais, je voulais plus retourner à l'école, mais j'y allais quand même parce que j'étais obligée et j'avais quand même de très bonnes notes. Alors ma mère, elle a rien remarqué.
jusqu'à ce que je déclenche une phobie scolaire en seconde et que je conserve des notes excellentes. Donc j'ai été testée, sauf que en fait ça n'a pas vraiment changé ma vie. Pourtant je vais bien, mais ça n'a pas vraiment changé ma vie. J'ai juste compris plus de choses à propos de mon fonctionnement. Qu'est-ce que tu as compris par exemple ? J'ai compris pourquoi mon cerveau il fonctionnait trop vite, pourquoi j'arrivais jamais à arrêter de réfléchir. Et pourquoi aussi, il y avait certains moments, mes pensées suivaient un cheminement qui était absolument pas typique. Et aujourd'hui, comment ça se passe à la fac ? Raconte-nous un petit peu. Aujourd'hui, j'ai commencé une matière que je connais pas du tout, le coréen. Ouais. Du coup, je galère, mais c'est vraiment très très intéressant et ça me permet d'apprendre de nouvelles choses. Je suis vraiment pas habituée à ça. Gabriel Valls sur le témoignage de Lélia. Il faudrait que je discute avec cette demoiselle pendant des heures pour arriver à faire un petit commentaire qui aurait un tout petit peu de tenue. Je pourrais juste préciser qu'elle n'a jamais été diagnostiquée HPI, elle a été identifiée HPI parce que si elle était diagnostiquée HPI, ça voudrait dire que le HPI est une maladie. Et à ma connaissance, c'est plus une chance, même si en effet le parcours de cette demoiselle semble un peu encombré par beaucoup d'éléments, mais peut-être que c'est pas encombré par le HPI, c'est peut-être encombré par d'autres facteurs qui n'ont pas été identifiés. Tous les HPI, par exemple, n'ont pas 1000 idées en tête. Certains peuvent parfaitement organiser leur idée. Et que tous les HPI ne sont évidemment en phobie scolaire. Et évidemment qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en phobie scolaire et qui ont un QI faible ou moyen. Oui, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on voit bien qu'il y a un besoin de stimulation intellectuelle qui est important. Elle parle d'ennui notamment. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver, pas chez tous les enfants au potentiel, mais qu'on peut retrouver dans le parcours scolaire. Et il y a un rendez-vous à ne pas manquer aussi avec ce besoin d'éveil et de nourriture intellectuelle chez l'enfant au potentiel et ensuite chez l'adolescent et chez l'adulte. Mais là, t'es bien dans tes baskets, Lélia, à la fac, tout va bien ? Oui, à la fac, ça se passe très très bien, je m'amuse bien, mais je vais rajouter quand même quelque chose. Je pense qu'à la phobie scolaire, c'est ajouter l'hypersensibilité. Oui, voilà. Et du coup... Merci Lélia d'avoir appelé. Je me permets de t'offrir, le second numéro de la revue Grand Bien vous fasse qui vient de sortir en poche chez Pocket. Ça s'appelle La puissance des liens. C'est coécrit avec Christine Appelé-Douel, avec des entretiens de Boris Cyrulnik, de Belinda Cannon. Je me permets de te l'offrir. Tu laisseras ton adresse et on t'offre cette sortie poche. Ça sort aujourd'hui d'ailleurs. Merci beaucoup Lélia. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans la tête des surdoués, c'est notre thème ce matin avec la complicité de cerveau et psycho. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Mona nous demande si le personnage de Morgane Alvaro, interprété par Audrey Fleurot dans la série HPI, ressemble vraiment à une surdouée de la vraie vie. Nathalie Claubert, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et philosophe de formation. Oui, alors le personnage de Morgane Alvaro, il est très intéressant et il est à la fois attachant et un petit peu agaçant par moment. Donc c'est un portrait qui est pas un portrait représentatif de la moyenne des personnes à haut potentiel. Effectivement, il y en a beaucoup qui ne se sont pas reconnus dedans. Maintenant, comme on parle de capacités cognitives et que sur ces capacités cognitives peuvent se greffer n'importe quel type de personnalité, finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas, effectivement, Morgane Alvaro, avec cette personnalité très excentrique qu'elle peut montrer dans la série, et aussi ces aspects, on va dire, résolument un petit peu décalés au niveau social, puisqu'on sort vraiment des stéréotypes de l'intelligence, on n'est pas dans un milieu favorisé, avec une élite intellectuelle, au contraire, on est dans un quartier plutôt populaire, avec une héroïne qui a un trajet très différent, souvent, de ce qu'on se représente étant le trajet des personnes à haut potentiel. En tout cas, c'est un personnage terriblement attachant. Alors, on l'a vu, le haut potentiel intellectuel est synonyme de faculté cognitive exceptionnelle, mesurée par un quotient intellectuel au-dessus de 130. Sébastien Boller de Cerveau et Psycho, que nous disent les recherches neuroscientifiques sur le fonctionnement du cerveau des HPI ? Je crois savoir que leur cerveau est plus gros et plus actif que la moyenne. Oui, statistiquement, c'est ça. En fait, il faut quand même repartir de ce que c'est que l'intelligence. Le HPI, c'est une marge, la fraction la plus supérieure des intelligences. Et les QI se répartissent sur une courbe continue qui s'appelle la gaussienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture.
On l'a dit tout à l'heure. La gaussienne, c'est la courbe de Gauss. Voilà, vous avez un maximum de gens qui sont au milieu, autour de 100, puis il y en a une petite fraction qui est au-dessus de 130, puis une petite fraction qui est en dessous de 70. Et donc, les caractéristiques cérébrales des hauts potentiels vont suivre les caractéristiques cérébrales de l'intelligence. Et il y a une grandeur qui est corrélée à l'intelligence. Statistiquement, c'est effectivement la taille du cerveau. Et une étude publiée en 2017 montre que le volume du cerveau explique environ 10% des variations de QI. Oui. Et rappelons juste que le cerveau d'Einstein était d'une taille relativement modeste. Voilà, mais c'est bien ça veut dire. C'est-à-dire que c'est des statistiques, ça explique 10% des variations. C'est-à-dire que c'est une corrélation. Sur les grands nombres, on voit plutôt un lien, mais ça n'explique pas tout. Et donc, on peut très bien avoir un petit cerveau et être très intelligent, et un gros cerveau et pas être particulièrement intelligent. Mais sur les grands nombres, on va voir cette caractéristique, cette loi statistique s'installer. Il y a aussi le fonctionnement du cerveau qui est en cause. Il se trouve que face à des tâches intellectuelles exigeantes, un cerveau HPI, mais de façon globale, un cerveau d'une personne intelligente par rapport à une personne moins intelligente, enfin le terme intelligence c'est à prendre avec des guillemets bien sûr, va avoir tendance à s'activer davantage. C'est-à-dire que c'est la notion de puissance cérébrale qui intervient. C'est comme s'il mobilisait plus d'énergie neuronale, avec tout ce que ça peut impliquer. Donc ça, c'est les deux grandes tendances. Et puis après, il y a certaines parties du cerveau qui s'activent davantage au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus intelligent. Et encore plus quand on est HPI. Il y a les zones frontales, tout ce qui est la planification, l'abstraction, la flexibilité mentale, établir des stratégies. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire, qui est situé à l'interface entre les deux hémisphères et qui, lui, détecte les conflits, les erreurs, qui permet de traquer comme ça la validité des raisonnements. Et puis les parties à l'arrière du cerveau, le cortex plutôt pariétal au-dessus et à l'arrière du cerveau, qui lui modélise le repérage dans l'espace et les mouvements. Et non seulement ces trois zones s'activent davantage, mais les connexions notamment entre l'avant du cerveau et les zones pariétales, donc qui permettent d'associer planification et repérage dans l'espace, ces connexions qui sont matérialisées par des fibres neuronales, comme des fibres optiques, sauf que ça s'appelle la substance blanche, sont plus développées chez les HPI et de façon générale ont tendance à être de plus en plus développées à mesure que le QI s'élève. Gabriel Valls, pour ceux qui auraient la grosse tête après ces explications sur la taille du cerveau, je rappelle que le cerveau humain fait environ 1400, 1,4 kg, je crois, et le cerveau du cachalot en fait 9. Voilà, je voudrais juste donner cette petite précision. De relativiser. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le développement du système nerveux des enfants à haut potentiel intellectuel semble plus en avance que les autres du même âge. Alors c'est la question de la précocité. Autrefois, on appelait parfois les surdoués des enfants précoces. Aujourd'hui, en tout cas en neurosciences, c'est une notion qui semble un peu difficile à confirmer parce que effectivement, il va y avoir une précocité vers l'âge de 5, 6, 7 ans sur certaines tâches intellectuelles, mais on peut pas dire qu'un enfant, qu'un individu au potentiel à 25 ans est en avance ou aurait les représentations mentales d'un adulte de 30 ans. Et par ailleurs, en fait, si on regarde la maturation du cerveau, on s'aperçoit que sur certains points, c'est plutôt en retard. Donc il y a des paradoxes. Par exemple, quand vous développez, au cours du développement de l'enfant, par exemple, le cortex cérébral, à un moment, va avoir tendance à s'affiner. Ce qui correspond, en fait, à l'élimination de connexions inutiles, ce qui contribue à la création de circuits qui vont sous-tendre l'intelligence, le raisonnement. Mais cet amincissement du cortex cérébral, qui marque le développement de l'enfant, va avoir tendance à se faire plus lentement chez les HPI. Donc quand on dit précocité, voilà. En neurosciences en tout cas, c'est pas forcément établi. Par contre, il y a des marqueurs comportementaux. On voit par exemple le babillage qui apparaît plus tôt, 4 mois en moyenne chez les enfants qui seront identifiés HPI plus tard que chez la moyenne des enfants. Est-ce qu'ils sont plus en avance sur la marche par exemple? Ils sont en avance également. Ils vont marcher plutôt 2 mois aussi plus tôt que la moyenne des autres enfants. Et le langage aussi va apparaître en moyenne 2 mois avant les autres enfants. Nathalie Claubert. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une avance dans le développement, à la fois moteur et à la fois sur le plan du langage, en moyenne, bien sûr. Ça veut dire que vous avez des enfants à haut potentiel qui n'ont pas été en avance dans ces apprentissages aussi, et que vous pouvez évaluer par la suite. C'est toujours des moyennes. Et effectivement, cette notion de précocité, il faut relativiser avec l'idée que chacun, finalement, a son développement propre. Et que, notamment chez l'enfant, on peut remarquer des grandes disparités individuelles sous les moyennes. Gabriel Valls. Alors, le terme de précocité peut être retenu pour l'enfant, puisque
pour simplifier, un enfant HPI qui a 5 ans, il a un développement intellectuel, par exemple, d'un enfant de 7 ans. Donc, il a 2 ans d'avance. Mais c'est pas 2 ans d'avance, évidemment, qu'il va garder toute sa vie. Ce sont des capacités intellectuelles supérieures qui se manifestent dès l'enfance, qui peuvent apparaître comme une simple précocité temporelle, mais qui, en réalité, sont des capacités intellectuelles supérieures qu'on va garder toute la vie. Et puis, ce qui est peut-être plus intéressant à conserver comme idée, c'est l'idée de dysynchronie. C'est-à-dire qu'avait lancé Jean-Charles Terrassier. C'est l'idée qu'il peut y avoir une avance sur l'intelligence pure, mais pas forcément sur la maturation sociale ou affective. Oui. Ce qui peut donner des tableaux en décalage, qui peuvent participer parfois aussi à certains mal-être dans un groupe, surtout dans un groupe quand tout le monde va être tiré vers le bas ou quand il y a justement cette idéologie égalitaire, si on est mal à l'aise avec la notion d'excellence et d'élitisme, tout ça, ça peut donner des frictions. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un enfant qui a des grandes capacités intellectuelles et dont on peut des fois avoir l'impression que c'est comme un petit adulte, c'est ce qu'on entend souvent de la part des parents, finalement, ça reste un enfant de son âge pour plein d'autres éléments, même si pour certains enfants, il y a une avance aussi dans d'autres domaines. Il peut y avoir une plus grande maturité émotionnelle, mais c'est loin d'être le cas partout. Donc il faut vraiment considérer ces capacités un petit peu de façon individuelle chez chaque enfant. Existe-t-il des gènes spécifiques au HPI, Sébastien Boller? Il n'y a pas de gène spécifique, c'est-à-dire que ça concerne une fois de plus la question de la génétique de l'intelligence. Et en ce qui concerne la génétique de l'intelligence, elle existe parce que l'intelligence est héritable. On estime environ 50% des variations d'intelligence dans la population qui sont liées à des facteurs génétiques, donc c'est très important. Mais quand on va chercher des gènes, on ne trouve pas des gènes spécifiques, on va tomber sur des centaines, des milliers de gènes dont l'action cumulée va expliquer une variation de l'intelligence dans la population. Et ce qui est très amusant, c'est de voir, il y a des études qui ont essayé de voir vraiment sur des populations de très haut QI, quels gènes pouvaient être éventuellement concernés qui n'auraient pas fait partie du pool de gènes habituel de l'intelligence. Eh ben non, c'est toujours les mêmes centaines de gènes qui vont varier un petit cran en plus chez les HPI. Pour résumer, le cerveau des HPI n'est pas fondamentalement différent du commun des mortels. C'est comme si vous demandiez, est-ce que physiquement je suis fondamentalement différent de Michael Jordan? Moi oui. Ben non. J'ai 2 bras, oui. J'ai 2 jambes, j'ai des biceps, mais c'est juste une question de degré de développement. Voilà. Oui, si on peut voir les choses de cette manière-là, Sébastien Boller. Alors, Gabriel une petite Val. précision quand même. Effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de désigner des gènes de l'intelligence, mais il y a des recherches pour les chercher, pour les trouver, notamment en Chine, où on a dans une perspective transhumaniste, il y a des laboratoires qui ont des dizaines, voire des centaines de chercheurs pour essayer de trouver le gène de l'intelligence et même éventuellement en faire profiter toute la population. On est même dans une perspective géopolitique transhumaniste. Sébastien Boller. C'est frappant d'ailleurs que vous ayez parlé, Ali, au début de 2200 en Jésus-Christ, il y avait déjà cette préoccupation en Chine. Aujourd'hui, il y a le très grand institut génomique de Pékin qui mène des recherches précisément sur des échantillons de jeunes qui sont sélectionnés pour avoir des QI au-dessus de 140 pour voir ce qui les distingue et pour avoir un programme derrière. Et là, on va vers autre chose. Avec la collaboration d'anglo-saxons, les Chinois ne sont pas isolés dans cette affaire. Allez, il est temps de retrouver le Raymond DeVos de la chronique, les choses presque vues d'Éric Libiot. France Inter. T'es quoi, t'es médecin, psychiatre? Grand bien vous fasse. Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute? Rassurez-vous, Gabriel Val, il ne va pas piquer votre travail, Éric Libiot. Alors, tout a commencé avec la diffusion de HPI sur TF1 que j'ai vu en VOD grâce au Wi-Fi de la SNCF installé dans les TGV et pas seulement ceux qui longent l'A10. Le Wi-Fi est parfois HS, ce qui fait râler le gars du BTP assis à côté de moi, mais globalement ça marche. Je verrai le reste de la série en DVD parce que oui, j'utilise toujours un lecteur de DVD directement branché sur l'HDMI 2 de ma TV. Après HPI, j'ai repris la lecture de mon polar ABC contre Poirot. Qui est un vrai roman d'Agatha Christie. Le nom de ce détective belge, Hercule, de son prénom, lui-même HPI, m'a toujours fait sourire, allez savoir pourquoi. Sans doute parce que j'utilise la map. Ce qui est également drôle, voire MDR, c'est que les initiales d'Hercule Poirot sont HP, donc pas loin d'HPI. HP à ne pas confondre avec HP, ni même avec HP, pas plus qu'avec HP, sinon on ne va rien comprendre. J'avais emprunté le roman d'Agatha Christie à la BPI avec d'autres bouquins, notamment le Dictionnaire du renseignement paru chez Tempus, qui fourmille de mots magnifiques qui enrichissent le vocabulaire, comme FBI, CIA, SDES, DST, BDN, DGSE ou GRU.
Un truc russe qu'il ne faut pas confondre avec ceux qu'on trouve dans le BTP et dont mon voisin de TGV est expert, mais aussi KGB, MI5, Spectre et 007, alias JB, à consommer avec modération. Plein de lettres, donc, avec lesquelles on pourrait écrire des romans, voire des chroniques. Lettres mises BAB, bout à bout, et qu'on appelle un sigle, mais qui aussi peut être un acronyme pour peu qu'il se prononce comme un mot ordinaire. HPI, par exemple, est un sigle, alors que l'OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est un acronyme, et quand l'OTAN en apporte le vent, c'est le titre d'un film. Alors je vous rassure, Ali, avant que vous ne tombiez en PLS, tout est expliqué dans le Gradus. Et qu'est-ce que le Gradus, me demandez-vous ? Eh bien, c'est un dictionnaire, le plus beau des dictionnaires, avec celui de la langue française d'Alain Ray. Le Gradus, c'est le dictionnaire des procédés littéraires dirigé par Bernard Dupriez, paru pour la première fois en 1984 et 1000 fois réédité en poche chez 10-18. Le Gradus a donc 37 ans, je lui souhaite un bon anniversaire, c'est vrai. Il y en a marre de ne fêter que des anniversaires dont les dates se terminent par 0 ou 5, donc un 7 ça match, demandez donc à JB. Dans le Gradus, on parle évidemment de sigles et acronymes, ce sont des abréviations qui appartiennent au métaplasme. Alors, il est évidemment pas nécessaire d'être HPI pour lire le Gradus, et tout le monde peut l'avoir chez soi, c'est même recommandé d'ailleurs. Comme tous les dictionnaires, il faut s'y balader, picorer et tomber sur des mots magnifiques comme antanaclase, boustréphedon, concaténation, solécisme ou verbigération. Alors, je suis tellement peu HPI que j'oublie systématiquement la définition de tous ces mots, mais ce n'est pas si grave, je les retrouve avec plaisir quand je feuillette le Gradus, ce que j'ai fait. Alors, le boustréphedon, c'est la transcription graphique de droite à gauche. La concaténation souligne la répétition d'un mot d'un membre de phrase à l'autre, ne pas confondre avec l'anadiplose. Le solécisme est une faute linguistique. Enfin, la verbigération est la production d'un texte dépourvu de sens général, alors que chaque syntagme pris isolément en possède un de sens. Par exemple, cette chronique pourrait être vue par les esprits malveillants comme une verbigération, alors qu'elle serait plutôt un hommage à la DGLF, à l'ANLCI et à l'ENSIAS. Et ça, tout le monde peut le comprendre, même les HPI. Alors là, votre chronique, je vais la réécouter lentement pour me remettre bien en tête tous ces beaux sigles. Bravo, mon cher Eric. Tiens, l'humour... On peut peut-être rassurer quand même ceux qui passeront des tests de QI, on ne pose pas toutes ces questions. Tiens, justement, Gabriel Val, l'humour, c'est l'un des traits peut-être que l'on retrouve chez de nombreuses personnes surdouées. Oui, alors c'est un tout petit peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire que je ne sais pas si les HPI ont plus le sens de l'humour que les autres, mais ils le comprennent plus vite. C'est-à-dire que quand ils sont jeunes, ils comprennent l'humour des adultes plus rapidement. Ça, c'est un Donc signe. ils y sont plus sensibles. Ça, c'est un signe formidable, ça. Il y a le goût de l'humour, certainement, pour les HPI, mais il y a surtout la compréhension de l'humour. L'humour adulte n'est pas accessible aux enfants. Et certains enfants, c'est presque un petit bonheur de partage avec ses propres enfants, ou avec des enfants dans une classe, de pouvoir partager de l'humour. Alors si vos enfants sourient à la chronique d'Éric Thilliot, c'est un signe qu'ils sont peut-être HPI. Nathalie Claubert. Oui, moins que en fait une plus grande sensibilité à l'humour, ce dont on ne sait pas grand-chose, c'est plus en fait un type d'humour particulier. C'est-à-dire que apparemment, voilà, en fonction de l'intelligence, on n'a pas vraiment le même type d'humour. Et peut-être qu'on aurait plus remarqué la sensibilité à un certain type d'humour, en tout cas plus adulte chez les enfants au potentiel. Et vous pouvez par exemple, le second degré ou l'humour noir. C'est quelque chose qui a été répertorié chez les HPI. Ils ont plus de talent pour le second degré et l'humour noir. Vous pouvez réécouter la chronique d'Éric Thilliot sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, on continue à répondre à toutes vos questions. Dans la tête des surdoués, c'est notre thème ce matin avec la complicité du mensuel Cerveau et Psycho. Le cerveau, il tourne tout le temps. Voilà. Bon, je dors quand même un peu. Mais puis je me lève plus la nuit pour prendre des notes. Je le faisais avant, mais maintenant je le fais plus. Guy Corbat a 56 ans. Aujourd'hui, son parcours s'est un peu stabilisé. Mais professionnellement surtout, ça n'a pas toujours été facile. Dans la plupart des grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on passait énormément de temps en réunion. Et ça, c'est le moment le plus ennuyeux pour moi. Et j'avais même des fois tendance à somnoler ou à m'endormir pendant les réunions parce que j'y voyais pas d'intérêt quelque part. Quand je discute avec quelqu'un, je m'ennuie aussi assez rapidement parce que quand la personne parle, j'arrive à sentir rapidement où elle veut venir, puis j'ai tendance à terminer ses phrases pour elle, donc maintenant j'essaie de me contrôler parce que ça frustre les personnes qui sont en face de moi. Mais le fait d'attendre que la personne dise ce qu'elle a envie de dire alors que je le sais déjà, je dois vraiment beaucoup me concentrer pour garder le contact avec la personne, sinon je m'ennuie et je décroche rapidement.
Et puis là, je passe peut-être pour quelqu'un d'arrogant, ou alors que c'est pas du tout le cas. Incompréhension mutuelle, conflit avec les collègues et les supérieurs. Guy a tellement changé d'employeur et d'orientation professionnelle qu'il n'ose même plus montrer son CV aux ressources humaines. Extrait d'un documentaire consacré aux surdoués, diffusé sur la RTS en 2017. Dans le même sens, Thomas nous dit qu'il a été testé HPI et qu'il se sent inadapté dans le monde du travail et qu'il se sent incompris. Et puis beaucoup d'auditeurs nous demandent si le fait d'être doté d'un haut potentiel intellectuel est un atout ou non dans le milieu professionnel. Nathalie Claubert. Alors là, on va retrouver un petit peu les mêmes considérations que sur l'école, en fait, finalement, mais qui se déplacent dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que pour les personnes à haut potentiel qui ont réussi à dessiner leur parcours de vie et qui sont dans un travail où elles sont stimulées régulièrement, où elles ont effectivement une marge d'autonomie, où elles peuvent donner libre cours à leurs capacités, elles vont plutôt être plus satisfaites dans le monde du travail. Alors, ce qu'on remarque, c'est que en moyenne, les personnes à haut potentiel sont plus satisfaites, à peu près, au travail, mais qu'à travail égal, elles seraient plutôt moins satisfaites de leur poste. Ça veut dire que quand elles n'ont pas pu avoir un travail suffisamment stimulant, là, par contre, la souffrance va être un peu plus importante. Voilà, donc une moyenne qui cache une réalité un petit peu plus disparate, on va dire, et l'idée que finalement, cette notion de stimulation et de trouver sa place, et une place qui réponde aux besoins de l'intelligence, elle est importante aussi chez l'adulte. Docteur Gabriel Valls. On pourrait dire d'une formule que plus le parcours professionnel est en lien avec les aptitudes, plus il y a de bonheur, et moins le parcours professionnel est sous-coté, si j'ose dire, sur le potentiel, plus il y a de difficultés. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent, des facteurs de personnalité, par exemple. On peut reprendre l'exemple des enfants, mais on pourrait le rapprocher aussi de la vie professionnelle. Il y a des enfants, par exemple, qui ne s'ennuient pas du tout en classe, et qui sont ravis de tout comprendre en 5 minutes et ensuite de pouvoir consacrer les 55 autres minutes à des rêveries et à des pensées. Ils sont ravis comme tout. Ils ont bien raison. Je vous propose d'écouter une note vocale laissée par Arnaud. Bonjour, j'ai 50 ans, j'ai été détecté HPI il y a quelques années de ça. Je me rends compte aujourd'hui que c'est une grande difficulté pour canaliser l'activité de mon cerveau et globalement autour de moi, médecins, psychiatres ne savent pas comment m'aider. Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment est-ce que je peux mobiliser cette efficacité, ce potentiel pour en faire quelque chose de tangible dans la réalisation de ce que j'entreprends. Merci beaucoup, félicitations pour vos émissions, à très bientôt. Nathalie Claubert. Alors oui, je voudrais qu'on distingue effectivement deux choses. C'est que le haut potentiel ne veut pas forcément dire qu'on a du mal à contrôler ses pensées, à les maîtriser, qu'elles filent toutes seules sans nous. Donc derrière cette idée, notamment, il peut y avoir la représentation, la fameuse pensée en arborescence, dont on entend souvent parler. Cette idée-là, finalement, déjà, ça reste une métaphore, donc dit comme ça veut pas dire grand-chose. On peut reconnaître plein d'éléments de fonctionnement cérébraux, mais que nous, ce qu'on est amené à faire, notamment quand on est en rendez-vous, c'est souvent beaucoup de diagnostics différentiels. C'est-à-dire de dire derrière, effectivement, ce que va nous amener la personne, de savoir si ça relève d'un fonctionnement de type haut potentiel, bien que ce soit pas un fonctionnement qualitativement différent, si c'est d'accord. Si en revanche ça va être plutôt des pensées obsédantes ou un manque de contrôle sur ses pensées, l'idée que les pensées vont dans tous les sens, là on n'est pas sur du HPI, on va peut-être être sur d'autres troubles. Un mot de conclusion, Dr Valls. Alors, pour les deux témoignages, il y avait des points communs. Il y avait l'idée que les idées se dispersaient, qu'on manquait d'attention, on décrochait. Et je donnerais un conseil pour ceux qui souffrent de cela et qui l'attribuent au HPI, c'est d'aller faire un autodiagnostic de TDAH. On peut le trouver sur Internet, j'en donne 2. SRS18 et un deuxième, c'est Diva TDAH. Voilà. Et peut-être qu'ils retrouveront plus de caractéristiques dans ces questionnaires autodiagnostiques que dans le HPI. Rappelez ce qu'est le TDAH. Trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Il y a une étude qui est sortie en 2020 et qui a montré que la principale cause des surdoués en sous-réalisation ou en difficulté relationnelle ou professionnelle est en lien avec des troubles attentionnels. Merci à tous, merci Nathalie Claubert. Psychologie du haut potentiel, c'est passionnant, c'est à destination des professionnels mais pas que, et c'est disponible chez Debook éditeur. Merci Gabriel Valls, je recommande votre excellent Que sais-je consacré aux adultes surdoués. Merci Sébastien Boller. Le tout nouveau numéro de Cerveau et Psycho, dans la tête d'un surdoué
Surdoué est disponible en kiosque et on peut également s'abonner, hein, Sébastien. Oui. Merci Éric Thibio. Demain, Grand Main vous fasse loisir, on s'intéressera notamment au plaisir de lire l'œuvre pour adultes de Roald Dahl. Plaisir également demain de lire des livres de poche.